Hello, hello! Je suis très excitée de faire cette vidéo puisque je peux vous annoncer officiellement que je ne travaille plus et donc je vais pouvoir me lancer à 100% dans la création de contenu, ce que je rêve de faire depuis des années, pendant 2 mois. Bon, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même déjà pas mal. Et puis bon, je vais pouvoir profiter de Montréal comme il se doit. J'ai prévu déjà plein de vidéos YouTube. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que vous avez pu voir très rapidement, mais je me suis fait une belle liste et je ne vais pas m'arrêter. Je vous préviens, mais j'ai extrêmement hâte et du coup je vais pouvoir lire beaucoup plus également que ce que je lisais. Donc mais c'est après, je vous avoue que là pour le mois d'octobre je suis déjà très fière de cette petite pile de livres lus parce que je pensais pas que j'aurais autant le temps de lire avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, du coup on ne perd pas de temps et on va passer tout de suite au bilan lecture du mois d'octobre qui a été ma foi un très bon mois puisque j'ai lu, pour vous faire une petite statistique, j'ai lu des petites statistiques, j'ai lu 2 livres en VO, ce qui m'arrive que très rarement puisque si j'arrive à en lire un dans le mois c'est déjà très bien. J'ai lu 2 young adultes, attendez, non, 3 young adultes, en tout ça fait, non je vous ai pas dit, j'ai lu 6 livres, 3 young adultes, un jeunesse et deux adultes, voilà. Principalement de la SFFF. Bah, je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucun... Non, il y a pas de fiction là-dedans. Enfin, il n'y a pas de contemporain là-dedans. Si, c'est que de la fiction. Et puis voilà. On attaque tout de suite. On va attaquer par ordre de parution puisque ce sera le plus simple. Il y en a que je vous ai déjà présenté rapidement dans les vlogs, dans des reading vlogs ou ce genre de choses. Mais que comme je sais que, encore une fois, tout le monde ne regarde pas les reading vlogs, je vous les représente par ici. Et c'est parti. J'ai entamé et terminé ce gros bébé en début de mois, c'est-à-dire La fin des dieux, le tome 2 de la confrérie du sang de John Gwynne. C'était super, c'était super. Alors c'est pas le coup de cœur que j'attendais, vraiment j'attendais un très gros coup de cœur, parce que la fin, j'en dirais pas plus, mais j'y ai pas forcément cru, et j'aurais préféré vraiment y croire, et du coup j'aurais ressenti d'autres choses. Voilà, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais je suis trop contente de les avoir retrouvés parce que 4,5 c'est quand même une excellente note, hein, soyons honnêtes. J'ai adoré retrouver la petite bande, je me suis beaucoup plus attachée au personnage. Encore une fois, je me suis plus attachée à Orca, je me suis plus attachée à Elvar, Varg, oui Elvar, Varg beaucoup plus également que dans le premier, mais même si mes personnages préférés seront Orca et Elvar parce que elles sont toutes les deux absolument incroyables, badass à souhait, vraiment, ces femmes sont incroyables. Il y a vraiment eu des scènes mythiques, ce que je disais à L'Aurélie, que j'aurais adoré voir diffusées en série ou ce genre de choses, parce qu'en fait je les imagine. En fait comme ça s'était passé pour le tome 4 du livre des Terres Bannies, il y avait une scène en particulier, le tome 4 ou le tome 3 ? Attendez, je sais plus où on en est, dans le tome 3. Il y a une scène en particulier que j'avais absolument adoré et que j'aurais adoré voir également diffusé, et adapté en série, et là c'est exactement le cas également pour celui-ci. Ce qui est chouette, c'est que ce gros bébé qui est présent sur la page principale arrive très tôt comparé à celui qui est présent sur le tome 1, donc ça c'est également super parce qu'on n'a pas à attendre tant que ça. Encore une fois, on en apprend beaucoup plus sur les anciens dieux, on en apprend plus sur la magie, on apprend plus sur l'histoire en fait, avec un grand H de cet univers. Il est également plus violent que le tome 1, on s'en est rendu compte avec L'Aurélie. Il y a beaucoup plus de torture, donc bon, si vous êtes sensible à ça, faites attention à vous. Mais oui, j'ai adoré. En plus, il y a vraiment un élément que j'adore retrouver dans mes fantaisies, qui se retrouve beaucoup dans les fantaisies en adulte, c'est l'anthropomorphisme, donc faire parler les animaux. Moi j'adore ça, vraiment. Je suis fan des animaux qui parlent et c'est quelque chose qu'on retrouve, je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas comment, pour vous laisser un peu la surprise, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce tome 2 et vraiment je suis absolument fan de ça. Limite à chaque fois ça devient mes personnages préférés, enfin tu vois, alors qu'on les voit pas tant que ça, mais m'en fous. Les humains on les oublie, moi je suis à fond dans les animaux. Voilà. Mais oui, c'est super. En fait, il y a même il y a de plus en plus d'enjeux politiques. La guerre approche également.
dans ce second tome. Certains, vous savez, comme c'est comme des groupes séparés, bah là qui se rapprochent de plus en plus, donc c'est vraiment les moments que j'adore. On arrive à faire des liens entre différents groupes, entre différentes personnes, et ça c'est super. Donc voilà, je peux que encore une fois vous conseiller de lire cette saga, de la découvrir, de découvrir John Gwynne. Je pense que sur ce compte, vous comprenez qu'il y a une grosse propagande pour cet auteur. C'est devenu l'un de mes auteurs préférés. Je rêve vraiment de le rencontrer en France quand j'y retournerai. J'espère, je croise les doigts parce qu'on du coup il était présent aux Imaginales l'année dernière en mai. J'aimerais trop que les éditions Léa leur fassent revenir pour la sortie du tome 3. J'ai ce grand espoir, alors j'espère que ce sera réalisable. Et puis voilà, je saurais pas du tout quoi lui dire, je serais tellement impressionnée par cet homme que vraiment Mais bon, on verra bien, limite ça me ferait pleurer, vous savez. Non mais pouvoir faire signer tous mes livres, ce serait incroyable, parce que vraiment c'est ce genre de livre que j'aimerais garder toute ma vie dans ma bibliothèque et que j'aimerais faire lire aussi à mon frère qui de base adore tout ce qui est Game of Thrones, qui a commencé, je l'ai fait commencer l'Assassin Royal, donc je pense qu'en vrai c'est des sagas qui pourraient vraiment lui plaire. Donc bref, juste le faire tourner et continuer à faire connaître John Gwynne parce que j'adore cet auteur. Voilà pour celui-ci. On passe au suivant parce qu'il y en a quand même 5 autres. Ensuite, j'ai lu un one-shot et j'ai découvert pour la première fois Olivia Blake avec One for My Enemy, qui est un SP qui m'a été envoyé par les éditions Michel Lafon Canada, que je remercie encore une fois. C'est vrai que j'ai que le premier tome de The Atlas Six, de la même autrice dans ma palle, que je n'ai toujours pas découvert, style Dark Academia. Celui-ci, on m'avait dit que c'était plus dans le style C'est plaisirs violents, ce qui est vrai, parce que c'est un peu le même type de scénario, puisqu'en gros c'est un retelling de Roméo et Juliette, mais ça se passe à New York, contrairement à Ses plaisirs violents. Et il y a deux familles rivales qui utilisent la magie, et d'un côté il y a les sœurs Antonova qui répondent aux ordres de la matriarche Baba Yaga, et de l'autre côté il y a les frères Fedorov qui sont au service de leur père, donc qui est Koché l'immortel. Et en gros vous comprenez bien qu'à un moment donné, si c'est un retelling de Roméo et Juliette, c'est pas pour rien. Donc il y a bien sûr un Enemies to Lovers. Je trouvais que la magie qui était présente dans cet univers, où le côté fantasy, tout ce côté-là, était très mal expliqué. J'ai été vraiment déçue de ce côté-ci parce que je trouvais que il y avait plein de choses qui faisaient pas sens parce qu'on n'avait pas assez d'explications. Alors peut-être que c'est parce que c'est un one-shot, du coup ça a été rapide. Après bon, il fait quand même un peu plus de 400 pages. Mais il m'a manqué ce côté-ci. Également, je trouve qu'on n'a pas assez d'explications non plus sur la fin. Moi vraiment, la fin, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. La toute dernière scène, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais j'ai pas compris ce que ça nous apportait. Tu sais, normalement, c'est ce genre de scène où tu lis, tu dis oh, mais non, c'est incroyable, et tu reviens sur ce qui s'est passé avant, et là, je ne comprenais rien. Alors, non, j'ai rien compris. J'ai pas accroché tant que ça non plus à l'histoire principale, l'histoire d'amour principale, donc celle qui reprenait l'histoire de Roméo et Juliette. J'ai trouvé aussi l'écriture, c'est vrai que Lauralie m'en avait parlé parce qu'elle en avait parlé avec Val, et Val l'avait également dit, je sais plus si c'était sur celui-ci aussi, sur The Atlas Six, mais j'ai trouvé la plume un peu pompeuse, trop, qui essayait d'en faire trop, et du coup j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et j'ai pas réussi à rentrer parfois totalement dans le récit parce que je trouvais qu'à en faire trop, ça nous faisait juste sortir du récit en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, si tu veux juste faire en sorte que les lecteurs... Je trouve que ça faisait un peu élitiste à certains moments, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que l'histoire en soi était vraiment très chouette, et les personnages qui tournaient autour des personnages principaux également, mais ouais, je sais pas. En plus, je trouve que... sans trop spoiler, en fait, laissons les morts, à un moment donné... ça suffit de les faire revenir 50 fois dans l'histoire, genre... Comment voulez-vous qu'en fait on puisse croire à quelque chose alors que toutes les 5 minutes il y a des gens qui reviennent dans la vie, ouais. Voilà.
On va dire qu'il y a certaines choses que j'ai bien aimées. Heureusement, il y a 2 autres personnages, surtout un qui est très très fun à suivre et du coup qui a fait remonter tout ça. Il y a certains personnages secondaires également qui sont intéressants, mais j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas trouvé ça transcendant. Comme je vous dis, je me suis pas attachée au personnage. Et ouais, soit on avait trop de détails qui étaient pas forcément intéressants, soit on en avait pas assez pour bien rentrer dans l'univers. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait un juste milieu et malheureusement j'ai pas autant accroché que ce que j'aurais espéré. Je crois que j'ai mis un 3 sur 5, quelque chose comme ça. Donc c'était loin d'être mauvais, hein, vraiment pas. Mais c'était pas ce que j'en attendais. Et sincèrement, si vous voulez découvrir un genre de retelling de Roméo et Juliette, je vous conseille plutôt d'aller vers Ses plaisirs violents de Chloé Gong que vers One for My Enemy de Olivia Blake. Voilà. Ensuite, et ça c'était une très chouette découverte, livre que j'avais commencé l'année dernière, à la même période. Je l'avais acheté ici à Indigo, donc pour vous dire à quel point, mais je sentais que c'était pas le moment. Je venais de commencer le travail, bon, j'avais pas trop la tête à lire en anglais à ce moment-là, j'avais pas trop la tête à lire tout court, on va dire. Mais du coup, j'ai repris A Study in Drowning de Ava Reid, et en plus, c'est une autrice que je voulais absolument découvrir parce qu'elle vient de sortir Lady Macbeth là, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et c'était vraiment un coup de cœur d'énormément de booktubers ou de booktokers anglophones. Donc je voulais absolument la découvrir et en fait là la période je l'ai lu en octobre, c'était absolument parfait, parfait grâce à l'ambiance hyper glauque, hyper gloomy, enfin c'était parfait tout simplement puisque du coup que je vous reprenne bien les noms et les personnages et les endroits etc. Ensuite on va suivre Effie qui de base est étudiante dans une école d'architecture, oui c'est ça, d'architecture. Alors j'ai pas réussi et j'arrive pas trop à situer l'époque, mais en gros on est encore dans une époque très élitiste où les universités sont accessibles qu'aux hommes, hein, bien sûr, parce que la femme n'est pas faite pour étudier, voilà. Sauf que du coup Effie a réussi à s'en sortir et elle fait partie des rares filles qui sont présentes dans l'école d'architecture. Donc elle a réussi à faire une place, même si elle, de base, son but c'était plutôt de rentrer dans l'école de littérature. Sauf que pour le coup, l'école de littérature, il n'y a absolument aucune femme. Vraiment, parce que ça la foutrait mal de voir une femme dans une école de littérature, vous ne doutez pas à quel point. Bref, du coup, un jour, elle voit sur une annonce, sur le bureau des étudiants, etc., qui... En fait, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'étudiants en architecture pour aller analyser une maison en particulier, et en fait elle se rend compte que c'est pour aller étudier la maison de son auteur préféré qui est, que je me trompe pas, Emrys Myrddin, qui a écrit l'un de ses livres préférés qui s'appelle Engarade. Du coup quand elle voit ça, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr elle va se précipiter dans ce château, enfin je sais même pas comment... dans ce manoir. Elle va se précipiter dans ce manoir et pour avoir la chance de pouvoir tomber sur peut-être les anciens travaux de Myrddin. Myrddin qui est mort, c'est un auteur qui est mort, mais du coup c'est son fils qui a repris le manoir et il cherche quelqu'un pour venir sur le manoir, puisque en fait avec l'érosion etc, comme c'est au bord d'une falaise, il y a... En fait le manoir ne va pas très bien, donc il cherche juste quelqu'un pour pouvoir reconstruire peut-être ce manoir. Donc Effie arrive sur place, elle rencontre un étudiant du coup en littérature qui s'appelle Preston Elloury, avec qui ça se passe pas super bien au premier abord, puisque lui en fait elle se rend compte que s'il a accepté de venir, c'est tout simplement pour prouver que Myrddin, donc son auteur préféré, était une fraude, que c'est pas du tout lui qui a écrit ses livres, qu'en fait il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Donc Effie, quand il lui propose de l'aider à faire ça, elle l'accepte, mais pas pour l'aider à montrer que c'est une fraude, mais justement pour lui prouver que non, que cet auteur est un génie, que c'est son auteur préféré, que ce n'est pas pour rien. Et du coup ils vont commencer à enquêter sur Myrddin, sur son passé, sur son fils également, parce qu'en fait ils se rendent compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le manoir. Normalement il y a la veuve de Myrddin qui se présente, sauf qu'elle
elle est nulle part. Genre, il la voit absolument jamais. Et dès qu'ils en parlent à leur fils, ils lui disent juste qu'elle elle est pas dans un, enfin, je crois qu'elle va pas très bien ou quelque chose comme ça. Et elle préfère être seule, elle préfère, depuis la mort de son mari, elle préfère rester dans ses quartiers et ne voir absolument personne à part son fils. Donc voilà un peu pour ça. Il se passe des choses de plus en plus étranges. Même avec son fils, Effie, elle a du mal à comprendre qui il est, à comprendre ce qu'il lui veut. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous en dire, mais du coup ils vont un peu enquêter sur tout ça. Alors il n'y a pas une très grosse part de magie, ou du moins c'est plus quelque chose qui est dans l'étrange, vous voyez. Il se passe des choses, mais on sait pas si c'est de la magie ou ce genre de choses. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, attention, mais comme si c'était, on va dire, c'est de la low fantasy, c'est vraiment, la magie est très très peu présente. Alors, on est plutôt dans cette ambiance glauque, mystérieuse, sombre, dans ce manoir où il se passe des choses hyper étranges, où Effie, je vous ai pas dit, mais depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle voit le roi... Attends, comment il s'appelle ? Elle a des visions du Fairy King, donc le King, enfin ce roi qui apparaît dans plusieurs des livres de Myrdine, donc qui apparaît par exemple dans Angarad. Et en fait, elle a des visions de lui, sauf que absolument personne ne la croit, tout le monde la croit folle. Et il y a également cette partie qui est très importante puisque elle va en avoir de plus en plus quand elle va arriver sur ce domaine. Et donc du coup, elle va se demander si c'est un rapport ou pas. Je vous laisserai découvrir. Mais c'était super chouette. En fait, j'ai adoré la dénonciation qu'il y a dans ce livre. En fait, Effie, elle passe vraiment d'une jeune fille qui a peur de tout, qui est pas très bien, enfin qui est très anxieuse socialement parlant, à quelqu'un qui se bat pour ce en quoi elle croit, qui se bat pour son avenir et qui se bat pour l'avenir également des jeunes filles qui voudront plus tard étudier par exemple en littérature ou en architecture. Et ce que j'ai adoré, c'est que même si Preston est très antipathique au début, vraiment c'est un con hein, au début, plus il avance, plus il est là aux côtés des filles, à toujours la mettre en avant, alors que c'est encore une fois dans un univers où ce sont les hommes qui sont mis en avant et non pas les femmes, malgré tout. J'ai adoré aussi le fait qu'on parle d'à quel point il y a des années de ça, les femmes ont été mises sous silence par rapport à l'édition, qu'il y a des femmes qui ont dû se faire passer pour des hommes pour pouvoir être publiées. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui est plutôt bien abordé. Et également le milieu universitaire avec les problèmes qu'il peut y avoir, avec les agressions qu'il peut y avoir envers les femmes. On parle également du statut des doyens ou ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas des choses toujours très fun dans ce livre, mais il y a des très très bonnes dénonciations et on voit encore une fois que l'autrice prend parti et je trouve ça vraiment très très chouette puisque c'est encore des choses qui arrivent hein, de nos jours quand on entend des histoires dans les universités américaines. Voilà. Mais ouais, j'ai passé un super moment et j'ai très hâte de découvrir tout simplement le nouveau livre de l'autrice parce que ouais, ça l'a super bien fait avec moi. Et vous voyez, c'est le genre d'écriture qui est hyper lyrique, qui est hyper poétique, mais qui prend pas le lecteur de haut, je trouve comparé par exemple à Olivia Blake. Et encore une fois, je l'ai lu en anglais et j'ai pas eu de soucis. Oui, ça se passe dans un monde inventé, mais j'ai pas eu de soucis par rapport au vocabulaire ou ce genre de choses. Alors que par exemple Olivia Blake, enfin il y a des moments où je me disais mais d'où ça sort. En plus ça allait pas avec l'univers dans lequel ça se passait. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce livre. Ensuite, et pas des moindres, puisque nous avons fini le tome 2.5 de Mission Stellaire de Brandon Sanderson et Jancy Patterson de Skyward. C'était la dernière nouvelle qu'il fallait qu'on lise avec Lauralie. Et quelle nouvelle! C'était super chouette. Je vous le redis ici si jamais vous ne le saviez pas, mais cette troisième nouvelle est à lire après votre lecture du tome 3 de Skyward et non pas du tome 2, puisque ça se passe pendant les événements du tome 3. Je peux pas vous en dire plus. Mais on suit un personnage en particulier, un personnage qu'on aime beaucoup, qui était pas très chouette au tout début de la saga, mais qui grandit, qui prend responsabilité, qui prend en maturité, qui apprend à s'ouvrir aux autres, qui apprend à devenir un ami tout simplement. Et ouais, on s'attache de plus en plus à ce personnage.
Il passe par des choses très très dures dans cette nouvelle, donc c'est pas toujours simple de suivre ses points de vue. Mais parce que du coup, sans trop vous en dire, mais on va aborder le thème du deuil et je trouve que c'est très bien fait dans celui-ci. Et je suis encore une fois trop contente de les avoir tous retrouvés. Ça m'a redonné l'envie de lire le tome 4 là qui vient de sortir. Alors on va le lire plutôt en 2025 je pense. On verra bien. On verra bien en fonction de comment j'avance et des autres vidéos que j'ai prévu de lire parce que... Bref, je vais lire de sacrés pavés pour cette fin d'année, du coup je pense pas que j'aurai le temps de me caser le tome 4. Mais quoi qu'il arrive, on lira début d'année 2025 si jamais parce que c'est vraiment une saga qu'on aime beaucoup. Et on découvre encore une nouvelle fois des nouveaux personnages avec cette nouvelle. Et ouais, c'est trop bien parce que genre chacun prend en grade, chacun prend de nouvelles responsabilités. Il se passe des choses absolument incroyables et encore une fois je vous dis ne passez pas à côté des nouvelles. Vraiment c'est pas parce que c'est des nouvelles que vous pouvez vous dire ouais c'est pas le plus important. Non vraiment elles sont aussi importantes qu'un tome de saga. Genre vraiment ne passez pas à côté, je vous le jure que vous allez le regretter. J'imagine bien que dans le tome 4 il va y avoir quelques explications de tout ce qui s'est passé ici parce que sinon c'est pas possible. Vraiment au vu du scénario ce n'est absolument pas possible. Mais il pourra pas remettre à 100%, sinon ça sert à rien de créer des nouvelles inédites, vous voyez. Donc voilà. Encore une fois, lisez Skyward et découvrez cette saga et tombez amoureux de ces personnages parce que encore une fois c'est une famille qui se crée. C'est le trope de la fin de famille que j'adore retrouver dans mes sagas d'imaginaire. Et là, Sanderson, il le gère totalement parce que vraiment on s'attache absolument à tous les personnages. Ensuite, j'ai lu mon seul jeunesse du mois avec Entrée dans le monde de Claire Duvivier. J'avais vu un super bon avis chez Lucie, de Lucie à Lu, qui m'avait donné extrêmement envie. C'était une autrice que je voulais découvrir depuis pas mal de temps parce que j'ai toujours Capitale du Nord à découvrir dans ma palle. Mais du coup, ça m'a donné extrêmement envie de sortir Capitale du Nord puisque je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce one shot, je crois il me semble. C'est de la SF en jeunesse, je n'en avais jamais lu et je trouve ça extrêmement bien exécuté. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce livre puisque déjà il fait 340 pages, il se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Ici on va suivre Zabi qui vit dans un... Bon, on sait que la Terre, il y a eu un souci. On ne sait pas ce qu'il y a eu exactement, même si ils ont quand même des cours qui leur expliquent les années, ce qui existait avant sur la Terre, ce qui n'existe plus maintenant. Et en fait, il a toujours connu que cet espace qui s'appelle le Danube, qui est une espèce de bulle dans laquelle ils vivent entre eux avec 25 autres enfants, ouais c'est ça, avec 25 autres enfants et adolescents. Et ils ont tous des tuteurs, des tutrices qui leur donnent soit des cours, enfin différents cours. Et en fait, ils sont toujours accompagnés de des mêmes personnes. Il y a quoi, je sais pas, je ne sais pas de vous dire, il y a quoi, il y a une cinquantaine de personnes, 100 personnes, je sais plus exactement. Mais ils ne se connaissent que, ils savent qu'il y a un monde autour, mais ils ne connaissent pas les gens qui les peuplent. Ouais c'est ça, donc par exemple ils connaisseraient bien tuteur médecin, tutrice technique, tuteur fermier, tutrice vétérinaire, etc. Et tous les enfants sont accompagnés d'un animal de compagnie. Du coup Zabi c'est un chat, il y a des chiens, il y a des lapins, enfin bref il y a plein d'autres choses. On sait pas pourquoi au début, et puis après on l'apprend. Il se passe des trucs bizarres, il y a des endroits où ils n'ont pas accès, il y a des pièces qui leur sont interdites. Les adultes ne leur disent pas forcément tout quand ils leur posent des questions, mais ils sont bien, même si Zabi il vit sa vie comme il la vit, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un peu de... Je sais pas, il lui manque un petit truc et il s'entend bien avec ses amis mais il s'entend pas forcément bien avec tout le monde. Pour eux ce sont ses meilleurs amis mais pour lui il a l'impression qu'il les aime, enfin que l'aime pas autant que lui peut les aimer. Il aime sa vie, il aime sa baba, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus exactement mais bref il aime sa mère, donc tout se passe bien avec lui mais il lui manque quelque chose. Et en fait un jour il va tomber sur une des pièces interdites parce qu'il cherche son chat, donc il va rentrer dans cette pièce même s'il a interdiction de le faire puisqu'il l'avait déjà fait des années auparavant et ça s'était mal terminé. Sa mère avait été blessée dans cet accident
Et il était tombé sur des trucs qu'il n'avait pas réussi à expliquer, et bref, donc ils ont fait comme si cette existence n'existait pas, sauf que il réitère, il rentre dans une fameuse salle, il entend des choses qu'il n'aurait pas dû entendre, et c'est là où tout va un peu changer, puisque de nouvelles personnes vont débarquer dans le Danube, dont 2 jeunes filles qu'ils n'ont jamais vues, avec leur père, et c'est là où tout va être chamboulé et il va se passer des choses. Donc je ne peux pas trop vous en dire parce qu'en fait il y a beaucoup de plot twists dans ce livre et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est que tu vois pas forcément, en fait tu vois rien venir. Et je trouve ça trop chouette pour un livre en jeunesse et je trouve qu'on s'attache également beaucoup avec Xabi parce qu'il passe par des choses qui sont vraiment pas simples et il passe également d'un très jeune garçon qui est très naïf, qui a toujours vécu dans sa bulle, etc. Et puis il va vivre des choses qui sont vraiment pas faciles et du coup il va prendre également en maturité, il va prendre en responsabilité. Enfin bref, vous allez le voir. Après ça reste de la jeunesse, donc encore une fois, on va pas parler de la crédibilité du scénario parce que je trouve que dans tous les jeunesses en imaginaire, oui bien sûr que dans la vraie vie ça se passerait pas comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on les lit, c'est également pour les voir prendre en grade et pour les voir grandir avec tout ce qui leur arrive. Et ouais, j'ai trouvé ça très réussi. Ça m'a fait penser à d'autres scénarios qu'on voit pas mal en SF. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. La plume de Claire Duvivier se lit extrêmement facilement. On est embarqué direct, vraiment directement embarqué. Et ouais, encore une fois, ça, je vous dis, je vais lire dans pas très longtemps Capitale du Nord puisque ça m'a donné extrêmement envie de la découvrir en adulte. Et enfin, pour terminer, pour la semaine d'Halloween, je voulais lire un de mes livres les plus spooky. Sauf qu'il faut savoir que je déteste les films d'horreur, je déteste avoir peur, du coup j'en ai pas tant que ça, pour ne pas dire pas du tout. Et en fait, quand on avait été à New York, donc vous avez dû le voir dans la vidéo si vous voulez aller voir où on fait les librairies new-yorkaises, on est tombé sur une librairie où on pouvait choisir des livres au hasard, juste en regardant l'emballage, et ils avaient fait des dessins sur l'emballage pour nous aider à savoir un peu ce que ça pouvait être comme genre, etc. Sauf que moi je m'étais complètement plantée. Et quand j'ai ouvert ce livre, je me suis rendu compte que c'était considéré un peu, ou du moins l'auteur, comme un auteur d'horreur. Donc qui est... attendez, ouais, je vois plus son nom, Grady Hendrix. Donc j'avais vu passer moi des bons avis sur ses livres, etc. Mais c'est pas un auteur que je voulais découvrir parce que je déteste l'horreur. Donc voilà, mais en fait j'étais tombée sur My Best Friend Exorcism. Alors, je peux vous dire d'ores et déjà que ce livre ne fait pas peur si vous comptiez vous lancer. Il a été sorti il y a quelques années de ça, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, chez les éditions Milan. Donc c'est considéré comme du young adult et ça se sent parce que au vu de l'âge des personnages, de leurs réflexions, etc., c'est du young adult. Mais ça se lit très bien. J'ai passé un bon moment, si on peut dire ça. J'ai encore une fois pas eu peur, mais en gros pour vous dire un peu de quoi ça parle, on va suivre Abby. Donc on la suit depuis c'est 10 ans, quelque chose comme ça. En fait elle décide un jour parce qu'elle n'est pas très bien vue dans son école, elle n'a pas beaucoup d'amis, et du coup pour remédier à ça, pour ses 10 ans elle décide d'organiser une fête d'anniversaire dans laquelle elle invite absolument toute sa classe. Sauf que quelques jours plus tard, une de ses camarades de classe décide également d'organiser une fête, mais beaucoup plus grandiose, puisqu'elle a plus de moyens financiers, parce qu'Abby elle est dans une école où avec beaucoup d'enfants de parents riches, on va dire, comparé à ses parents qui ne le sont pas. Et du coup, le jour de son anniversaire, absolument personne ne vient, parce qu'ils sont tous allés à l'autre fête. Sauf Gretchen. Gretchen 10 ans, parce que pour elle préfère aller à l'anniversaire d'Abby tout simplement parce que c'est elle qui l'a invité en premier. Et du coup sa mère l'envoie à cet anniversaire, elle lui offre anniversaire pour Abby l'année où elle découvre le film E.T. Donc c'était sur le thème de E.T. donc elle espérait recevoir des cadeaux autour de ça. Et Gretchen lui offre une Bible. Voilà, c'était un cadeau de sa mère qui lui a donné. Donc bref, c'est le malheur, nan. Et puis finalement, elles se rendent compte que toutes les deux, elles pensent la même chose, que la mère de Gretchen est nulle. Et c'est comme ça qu'elles vont finir par se rapprocher. Et puis finalement, elles vont devenir meilleures amies. On les retrouve ensuite 6-7 ans plus tard, quelque chose comme ça. Donc elles arrivent au lycée, ce qu'on peut considérer comme le lycée. Et puis elles font la rencontre de 2 autres filles. Un jour, elle décide d'aller dans la maison de campagne, on va dire, d'une des 4 filles. Je sais plus son nom exactement.
Et en fait c'est ce jour-là que tout va basculer, c'est ce jour-là que en fait Gretchen va disparaître. Pendant la nuit, elle a sauté par-dessus un pont, elle pensait atterrir dans l'eau, sauf qu'en fait quand les filles vont aller la chercher, elle a disparu. Donc elle passe la nuit à la chercher dans la forêt, sauf qu'elle ne la voit, elle ne la trouve pas. C'est Abby qui, parce que c'est sa meilleure amie, qui va vouloir la chercher à tout prix. Et sachant qu'il y en a une des autres meilleures amies qui ne veut absolument pas appeler la police, parce qu'en fait ce soir-là elles avaient pris également de la drogue. Donc elles ne veulent surtout pas se faire prendre par leurs parents ni par la police. Et en fait elles finissent par retrouver Gretchen à côté d'une cabane en bois. Où il y a des inscriptions hyper bizarres concernant la religion, concernant tout ce qui touche au diable, ce genre de choses. Donc bref, elles viennent chercher Gretchen et depuis ce jour-là, Gretchen commence à changer. Donc je pense que vous l'avez compris comparé forcément par rapport au titre de ce livre. Et Gretchen fait de plus en plus de choses étranges. Elle n'arrive plus à dormir, elle devient de plus en plus antipathique, elle devient de plus en plus méchante, mesquine, et puis elle commence à s'attaquer de plus en plus à son entourage, et avec des petites actions au départ qui deviennent de plus en plus graves. Et Abby, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, elle essaye de l'aider, elle essaye juste d'être là pour elle, sauf que Gretchen la repousse de plus en plus. Et voilà, je m'arrête là, mais du coup je pense que vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Gretchen cette nuit-là. Et du coup Abby ne va pas la lâcher, elle va tout faire pour l'aider dans tout ça. Il y a des scènes, enfin il y a une scène dans ce livre absolument dégueulasse. Genre vraiment une des scènes les plus dégueu que j'ai pu lire dans un livre depuis que je me suis mis à lire. Dès que j'en ai parlé en story, il y a une autre bookstagrammeuse qui est venue m'en parler en me disant est-ce que c'est cette scène là alors qu'elle l'avait lu il y a 2 ans et elle s'en souvenait. Donc pour vous dire à quel point on le garde bien en tête. Mais j'ai trouvé ça chouette. Encore une fois ça me fait pas peur même s'il y a des moments un peu plus spooky on va dire. Mais moi qui suis vraiment très facilement impressionnable et qui a facilement peur, j'ai pas eu peur. Donc je pense que ça vous donne un bon degré par rapport à l'horreur dans ce livre. Mais ça se lit très facilement. J'ai peut-être trouvé ça un poil court et j'ai trouvé que la fin était un peu facile on va dire et trop rapide. Donc j'ai mis quelque chose comme 3,75, quelque chose comme ça, parce que c'est pas un genre dont j'ai l'habitude, donc j'ai quand même passé un bon moment et je trouvais ça quand même pas mal fait, si on peut le dire, si on peut le dire comme ça. Je me suis bien attachée à Abby, pas forcément aux autres parce que vu ce qui se passe, t'as envie de tous les claquer, voilà, à un moment donné dans le récit. Après ça reste dans les années 80, donc il y a beaucoup de clichés de ces années 80 par rapport à la drogue, par rapport à l'éducation. Les parents que ce soit les parents de Abby ou les parents de Gretchen, je pense que c'est des gros stéréotypes des années 80 et du coup il y a plein de choses maintenant qui nous choqueraient par rapport à l'éducation des parents, mais des enfants plutôt. Mais voilà, je peux vous le conseiller si vous voulez tenter un livre un peu spooky pour la saison mais que vous n'avez pas envie d'avoir peur. Je pense que c'est le genre de livre qui pourrait vous plaire. Et puis voilà pour mon avis sur ce livre. Et voilà pour mes avis pour mon bilan de lecture du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y en a que vous avez déjà lu, quelle a été votre meilleure lecture du mois d'octobre. Et puis si vous ne savez pas quoi mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre par rapport à ça? Il y a des oiseaux, il y a des corbeaux, mettez des emojis volatiles. Voilà, oiseaux, corbeaux, hibou, tout ce que vous voulez. Et puis comme d'habitude, moi de toute façon on se retrouve très vite parce que comme je vous l'ai dit, j'ai repris la création de contenu sur YouTube. Donc je vais vite revenir pour d'autres vidéos et j'ai trop hâte, trop hâte. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.